Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais juste, en brève introduction, euh, dire tout mon plaisir d'accueillir le professeur Jacques Bringer, qui nous vient de la faculté de médecine de Montpellier. Il y est professeur. Il est professeur sur l'endocrinologie, les maladies endocriniennes. Il a exercé des fonctions très importantes dans cette faculté, la plus vieille de France, puisqu'il en fut le doyen. Euh, il a exercé comme chef de service à l'hôpital La Péronie, autre haut lieu de la médecine de notre pays. Et puis, c'est un homme de réflexion, puisque membre de l'Académie nationale de médecine, il est le président du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine et il a particulièrement très largement contribué à établir la, la position, si l'on peut dire, l'état d'esprit de l'Académie concernant l'aide active à mourir. Je vous conseille de lire ce texte qui est particulièrement intéressant en espérant qu'il va redevenir d'actualité. Par ailleurs, il est président de l'espace de réflexion éthique d'Occitanie et c'est avec énormément de plaisir que je l'accueille aujourd'hui. C'est un homme de réflexion, c'est un Lozérien. Nous avons partagé ensemble, nous ne nous connaissions pas à l'époque, pourtant nous étions pas loin l'un de l'autre. C'est un homme de réflexion. Pourquoi? Parce que la Lozère est un pays qui suscite la réflexion. Les plateaux de l'Aubrac, quand la bise y souffle, seraient capables d'accueillir des loups, si ce n'est la bête du Gévaudan. Et d'ailleurs, est-ce que l'intelligence artificielle serait capable de conjurer la bête du Gévaudan? Il faudrait demander à Hobbes. Voilà, je suis très heureux de le laisser s'exprimer avec vous et il le fera avec Cédric Brun, que je connais bien aussi, qui est un maître de conférence qui est spécialisé dans la philosophie des sciences, l'épistémologie, et plus particulièrement dans un domaine qui m'est cher, les neurosciences. Voilà, et je remercie Bernard Broustet d'avoir accepté d'animer et coordonner ce débat, car il doit y avoir débat avec vous. Et je laisse maintenant la parole à la responsable, à la directrice de l'espace de réflexion de l'Aquitaine, le professeur Véronique Averousse. Leurs conditions de vie fonctionnelles aux conditions pathologiques qu'ils rencontrent. Et donc, on va retrouver ces outils d'IA, je vais préciser un petit peu la forme qu'ils peuvent prendre, dans différents domaines, la diagnostic, la prosthétique, la surveillance des pathologies chroniques en temps réel, la téléassistante, l'assistance robotique à la chirurgie, etc. etc. Donc, ici, l'enjeu, c'est de dire, on a les moyens techniques de pallier à un ensemble de défauts qui sont des défauts humains bien connus, exactement comme quand vous prenez l'avion, vous êtes assez contente et content qu'il y ait un ensemble d'automatismes qui gèrent et qui viennent pallier l'éventuelle erreur humaine, le fameux facteur humain d'erreur, qui permet de vous assurer que le trou d'air qu'on vient de passer ne va pas se transformer en catastrophe aérienne. De la même manière, dans le monde médical, l'idée est exactement la même. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de similarités en fait, entre l'industrie de l'avionique, d'une part, dans son intégration de l'intelligence artificielle, et l'industrie des systèmes médicaux dotés de systèmes d'intelligence artificielle. Il y a un deuxième
point que j'ai déjà avancé, qui est celui de l'exploitation de données de santé, qui est toujours plus grand dans un souci à la fois de personnalisation des soins. Plus on va avoir de données sur le patient ou la patiente qu'on a en face de nous, plus on a des chances de personnaliser l'approche thérapeutique qu'on va pouvoir adopter. Là, ici, on a cette montée en puissance de cette fameuse médecine prédictive, de précision, personnalisée et préventive, donc les fameux 4P à la mode depuis un certain temps, qui correspondent dans la réalité à un certain nombre de progrès, mais qui sont sans doute en deçà de ce qui a été vendu dans le discours général de la médecine ces dernières 10-15 ans. Il y a aussi un autre aspect qui est peut-être plus cynique ou peut-être plus opportuniste, chacun jugera, qui est de pallier les insuffisances de l'organisation des soins dans un système notamment comme le système français de soins publics, notamment l'organisation territoriale des soins, puisque en mettant en œuvre un certain nombre de systèmes dotés d'IA, on pallie finalement à l'existence de déserts médicaux, alors partiellement ou complètement, la question reste ouverte, et on pourra y revenir sans doute dans la discussion. Moi, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas spécifiquement ces problèmes-là, je pense qu'on pourra y revenir dans un instant, c'est surtout le fait que la philosophie de l'IA a connu depuis quelques années des modifications. Alors, je retourne d'un cran, merci. Voilà. Classiquement, on avait des questions métaphysiques qui étaient posées, c'était les toutes premières qui sont apparues avec la naissance du champ dans les années 50, qui était la question de savoir si l'intelligence humaine pouvait être reproduite ou dépassée par des machines, savoir si la conscience même d'un agent intelligent humain pouvait être simulée, voire reproduite, voire réalisée par des machines. Et donc, si l'idée d'une intelligence artificielle générale était vraiment concevable. Alors, toutes ces questions, elles existent toujours dans le champ philosophique, mais en fait, elles se sont déplacées du premier rang au second rang parce que ces questions, il y a un indécidable qui est de savoir si c'est des questions empiriques qu'on pourra trancher par le progrès simplement de la technologie, ou si ce sont des questions a priori, c'est-à-dire des questions qu'on pourrait trancher indépendamment de l'état réel ou observable des technologies. En gros, est-ce qu'il y a des raisons de principe de penser, par exemple, que la conscience serait reproductible, irréalisable par une machine? C'est un débat en soi sur lequel, bien sûr, je ne vais pas me porter ce soir, parce que sinon, il faudrait faire 3 heures de débat uniquement là-dessus. On a par contre des questions qui ont émergé de plus en plus du fait de ce que certains appellent l'invasion ou le caractère pervasif des techniques d'intelligence artificielle dans nos sociétés, c'est-à-dire le fait que chacun ou chacune d'entre nous interagit avec des agents d'intelligence artificielle ou des systèmes d'intelligence artificielle quotidiennement, voire plusieurs fois par jour. Quand vous regardez votre téléphone, quand vous envoyez un texto sur votre téléphone et que vous avez la complétude automatique là, qui se fait de votre texto, c'est un système d'intelligence artificielle. D'ailleurs, une sorte de prototype de ce qui est devenu aujourd'hui, de ce que sont devenus aujourd'hui les modèles de langage massifs, type ChatGPT et autres, puisqu'en fait, c'est un système stochastique de prédiction, donc probabiliste, de prédiction de ce qui va être le prochain caractère qui va être entré. Et toutes ces questions, tout ce caractère pervasif de l'intelligence artificielle nous oblige aujourd'hui à nous interroger sur est-ce qu'on comprend vraiment comment fonctionnent ces systèmes? Parce qu'on est dans une situation finalement où on sait qu'on fabrique des systèmes complexes qui produisent des effets avec lesquels on peut interagir, ces IA. Est-ce qu'on serait capable de reconnaître qu'ils ont un comportement intelligent s'ils en avaient un? Est-ce que le comportement qu'ils ont est suffisamment proche de celui qu'un agent humain a pour dire qu'on a affaire à un comportement intelligent? Et ce n'est pas si simple comme question à essayer de trancher. Toutes les techniques mathématiques qui sont utilisées en intelligence artificielle ne sont pas forcément pertinentes pour décrire ou expliquer le fonctionnement de l'intelligence animale ou de l'intelligence humaine en particulier. Et au fond, on peut même se demander si on est totalement équipé
nous en tant que sujets humains, pour interagir avec ces intelligences-là, ces formes d'intelligence-là, ou ces systèmes d'intelligence artificielle. Pour simplifier, quand je dirais IA ou une IA, je voudrais dire un système d'intelligence artificielle. Quand je dirais l'IA en général, c'est le champ de l'IA. Et de ce point de vue-là, du point de vue épistémique, la grande question, c'est est-ce qu'on peut comprendre réellement ce que fait, ce que produit un système d'IA? Dès lors, des questions éthiques émergent. Là, c'est un présupposé que je ne vais pas défendre ce soir, mais sur lequel on pourra discuter si vous le souhaitez, mais qui est que toute question éthique repose sur des questions épistémiques ou épistémologiques. En gros, se demander ce qu'on peut faire, ça suppose de déterminer ce que l'on sait et ce sur quoi on juge. Donc, toutes les questions éthiques que je liste sur la droite de l'écran, est-ce qu'une IA peut être conçue pour être morale? Est-ce que c'est souhaitable ou c'est acceptable de confier des décisions qui vont nous concerner individuellement ou collectivement à des machines ou à des modèles de calcul, des modèles computationnels? Les effets sur l'environnement du développement des systèmes d'IA, est-ce qu'ils sont vraiment acceptables? Est-ce qu'on a un quid pro quo ici acceptable entre la quantité d'énergie qu'il faut pour créer ces systèmes et les développer et l'état actuel de notre environnement? Et quel contrôle est-ce qu'on doit pouvoir continuer à exercer sur une IA? Est-ce qu'il y a juste besoin d'avoir un bouton on-off pour dire, bon, en dernier recours, on peut toujours l'arrêter? Ou est-ce que c'est un contrôle plus fin qu'il faut que l'on ait sur ces systèmes-là? La question qui est à l'horizon de tout ça et qui a été beaucoup rappelée, notamment au tout début des véhicules autonomes, quand toutes les compagnies qui prévoient de développer des véhicules autonomes voulaient nous les vendre. Et on nous disait, finalement, ça va être des agents moraux. Ils vont pouvoir choisir s'ils vont sacrifier leur conducteur ou leur conductrice ou le piéton qui s'est interposé entre eux et leur hôte. Bon, il est très probable que ça ne sera jamais des agents moraux, mais en tout cas, cette question-là, elle est à l'horizon de toutes nos questions. Donc, je laisse entièrement les questions métaphysiques de côté. On va toucher quelques questions de ce type. La suivante. Bien entendu, il y a aussi des questions politiques. Des questions politiques parce que les acteurs industriels de ce domaine sont très clairement engagés dans une course contre le système politique, les systèmes politiques dans lesquels nous nous trouvons. Quand Peter Thiel dit ça, lui, il se place directement du côté de la technologie. Peter Thiel, tout le monde voit qui c'est? Non. C'est un grand industriel, c'est l'un des deux créateurs de PayPal. PayPal, le système de paiement en ligne et de banque en ligne, qui est un des principaux acteurs aujourd'hui de développement de l'IA, parmi les GAFAM et Amazon aussi. Voilà. Et bon, enfin, il faut lire sa prose, c'est un véritable idéologue. Libertarien, anarcho-capitaliste, très clair sur ses intentions. Et son intention, c'est vraiment de dire que la technologie doit nous permettre de remplacer les systèmes politiques. Et on se retrouve aujourd'hui face à ces questions-là de manière très très claire. Est-ce qu'aujourd'hui, les systèmes d'IA qui sont développés par des industries, on est toujours en mesure, à travers nos systèmes démocratiques de contrôle, de vraiment les réguler? Est-ce qu'on en a encore le pouvoir? Est-ce qu'il y a des normes juridiques qui peuvent s'appliquer dès lors que ces modèles computationnels sont impliqués et qu'au fond, leur usage précède en permanence les normes que l'on va pouvoir définir pour les contrôler? Et il y a derrière ça des enjeux, j'allais dire, sociopolitiques plus compliqués, qui est que l'entraînement de tous ces systèmes d'IA, en fait, repose sur des structures sociales et des structures économiques qui devraient être interrogées, qui le sont généralement peu, parce qu'en fait, elles sont invisibilisées. C'est le fameux travail du clic. Je vous conseille vraiment la lecture de l'ouvrage d'Antonio Casali, que je cite ici, sur les travailleurs du clic et la manière dont c'est totalement invisibilisé dans les débats qu'on a aujourd'hui. On peut passer à la suite. Alors, un des grands enjeux, on va appuyer à nouveau, un des grands enjeux sur les systèmes computationnels, c'est la question de l'opacité. Si dans vos entourages, vous avez des jeunes qui viennent de passer par les fourches codines de Parcoursup, c'est la chose qui est généralement, alors à tort ou à raison, ce n'est pas mon propos, reproché à Parcoursup, c'est d'être opaque. On ne sait pas pourquoi X a été choisi par telle formation alors que Y ne l'a pas été. On n'arrive pas à comprendre comment ce traitement dit algorithmique
arrive au produit auquel il arrive. Et en fait, ces biais, cette opacité, elle est vécue par l'utilisateur, mais aussi par l'opérateur. Tout le monde comprend bien quand je distingue opérateur et utilisateur. L'opérateur, c'est celui qui utilise le système. L'utilisateur final, c'est celui qui bénéficie du service en question. Si on n'est pas capable de comprendre comment marche cette machine, comment elle prend les décisions qu'elle prend ou comment elle produit les sorties de conseils qu'elle produit, pensez à un médecin qui fait une demande d'aide diagnostique à une IA. S'il ne comprend pas comment cette aide au diagnostic a été produite, quel type de confiance je peux avoir à cet égard? En fait, cette question de la confiance et de l'opacité, elles sont intrinsèquement liées. Elles ne sont pas nouvelles. On va passer à la suivante. Elles ne sont pas nouvelles et c'est des questions qui occupent en fait l'épistémologie depuis très longtemps. C'est le fait que l'opacité épistémique, on peut en trouver de différents types. Il y a une opacité intentionnelle. Typiquement, hein, si vous avez un téléphone à la pomme, comme le mien, intentionnellement, tout est fait pour que je ne puisse pas l'ouvrir et que je ne puisse pas interagir avec ses composants. Donc, changer sa batterie, c'est pas possible. Hein, quand j'avais un Nokia 3318 pour les plus âgés d'entre nous, il suffisait d'enlever un clapet, mettre une nouvelle batterie et ça marchait. Maintenant, il faut que je l'amène à un magasin qui va avoir les outils adéquats, le savoir-faire pour changer cette batterie. Ça, c'est une opacité intentionnelle. Dans la médecine, c'est le docteur Knock. D'accord ? Dr Knock, il invente un langage, il invente une opacité volontairement pour maintenir son patient, sa patiente dans l'ignorance. Mais il y a un autre type d'opacité qui est l'opacité éducationnelle. Bien entendu, je ne suis pas un ingénieur en informatique. Donc, par définition, je ne peux pas comprendre ce que c'est, comment ça fonctionne. Mais de la même manière que je ne suis pas un médecin, je ne suis pas un endocrinologue, et que quand je vais voir un médecin, ce qu'il me dit, je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre ce qu'il me raconte, surtout si c'est un endocrino. C'est compliqué. Et là, on se retrouve face à une opacité qui est surmontable. Ça supposerait que je me forme, que je travaille pendant des heures et des heures, et des mois et des mois et des années pour comprendre, mais c'est faisable. En principe, c'est faisable. Et après, il y a une opacité méthodologique et épistémique de principe qui, elle, n'est pas surmontable, qui est que la conception même du système fait que c'est une boîte noire dans laquelle je ne peux pas entrer. Et les systèmes d'IA aujourd'hui, notamment ceux qui s'appuient sur ce qu'on appelle l'apprentissage machine profond, le deep learning, sont exactement de ce type-là. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est basé sur le fonctionnement des neurones artificiels, des réseaux de neurones artificiels, qui est conçu sur un modèle vaguement bio-inspiré de nos neurones, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer une consigne que va faire l'ordinateur, mais simplement, on va renforcer des liens statistiquement particulièrement intéressants entre des réseaux d'activation de certains neurones et des réseaux d'activation de certains neurones en sortie. Donc, en gros, on renforce la capacité à identifier ce que on appellerait, moi j'aime bien la couture, des patrons. Tout le monde comprend ce que c'est qu'un patron de couture. Ces patrons, on peut les retrouver sur les réseaux d'activation de neurones. Ces patrons, quand ils sont renforcés, on va avoir la reconnaissance de formes, par exemple de formes visuelles. C'est ce qui permet, c'est ce que mentionnait tout à l'heure Véronique, pour la dermato de distinguer des mélanomes d'autres types de tumeurs dermato. Et donc, ou de lésions dermatologiques, et on va avoir finalement la capacité de trouver des régularités dans des données très variées que nous n'avons pas, nous, en tant que sujet humain. Donc, il n'y a pas besoin de rentrer trop dans les détails, on pourrait le faire, mais on va essayer d'éviter pour ne pas alourdir la soirée. L'idée, c'est vraiment de dire, on a quelque chose qui se renforce, mais on ne sait pas exactement comment, parce qu'on a des tas d'effets de rétroaction, de boucles dans un sens et dans l'autre dans ces réseaux de neurones. Et au fond, in fine, on a un résultat, on sait qu'il est relativement fiable, on peut même le mesurer mathématiquement, on peut mesurer mathématiquement la fiabilité de la sortie d'un réseau de neurones, mais ça ne veut pas dire qu'on comprend exactement, étape par étape, ce qui se passe. Et en ce sens, on a certains paramètres des étapes ou certaines procédures qui ne nous sont pas accessibles par principe et qui ne nous le seront jamais. Ce qui fait qu'on ne peut pas expliquer pourquoi ni comment le système produit telle ou telle sortie.
Jusque-là, c'est bon pour tout le monde? Si vous avez compris ça, vous avez compris l'essentiel. On va passer à la suivante. On prendra les questions. Oui, oui, tout à l'heure, parce que comme il y a des gens en ligne, sinon on prendra les questions au micro pour que tout le monde puisse entendre. Le problème, c'est que cette exigence de transparence, on l'a tous vis-à-vis les uns des autres. Je veux dire, moi, quand je vais chez mon garagiste et que je lui demande de réparer ma voiture, j'ai besoin qu'il me dise pourquoi il a besoin de changer telle pièce plutôt que telle autre. Quand je vais chez le médecin qui me dit « Ah, il va peut-être falloir penser à faire telle opération ou prendre tel traitement », j'ai besoin qu'il m'éclaire, hein, c'est la fameuse nécessité du consentement éclairé. Éclairer, ça veut dire quoi? Ça veut dire apporter des raisons pour lesquelles je vais faire confiance à ce qui m'est dit et entreprendre la démarche qui m'est proposée. Comprendre, ça veut dire avoir une petite idée de ces étapes de raisonnement qui passent de « voilà ce que vous avez, voilà ce qu'il faut faire ». Si ça, c'est opacifié, c'est rendu opaque ou c'est opaque par principe, est-ce que je peux faire confiance à ce système? En fait, beaucoup de philosophes ont dit « oh là là, c'est mal parce que les IA, finalement, on ne peut pas leur faire confiance parce que ça ne sera jamais dépassable ». La question que je me pose, et je la pose vraiment ouvertement, je n'ai pas de bonne réponse, c'est est-ce que je peux vraiment considérer que les raisons que me donne le médecin que j'ai en face de moi, le garagiste que j'ai en face de moi, le chauffagiste que j'ai en face de moi, pensez à la fois où votre chaudière est tombée en panne en plein hiver, est-ce qu'elles me sont beaucoup moins opaques que celles de ChatGPT ou d'un système artificiel? C'est pas si sûr que ça. Est-ce que les raisons pour lesquelles j'ai eu telle note à ma dissertation de philosophie au mois de juin, qui me sont présentées dans les commentaires du professeur, sont suffisantes pour m'éclairer sur ce que sont les réelles raisons pour lesquelles il a mis cette note? Toutes ces questions-là, en fait, on fait peut-être deux poids, deux mesures ici en fonction des types de sujets qui produisent ces conseils. On va passer à la suivante. Ouais. Alors, parmi les modèles et les systèmes d'IA, les plus récents et les plus utilisés aujourd'hui, c'est les modèles de langage massif de type ChatGPT, qui ont été conçus pour interagir avec nous sans avoir besoin de passer par un langage de programmation. Donc, vous posez des questions en langue naturelle et puis ils vous répondent dans un langage que vous allez pouvoir comprendre. C'est super, on gagne du temps, on a l'impression d'avoir vraiment une interaction avec un agent qui parle la même langue que nous. Et c'est fascinant à voir. Alors, bien sûr, il y a plein de défauts, ça ne marche pas toujours, on peut le berner, on peut le tromper, il peut halluciner de temps en temps, dont acte. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que cette capacité-là, on peut passer à la suivante, elle est basée simplement sur une capacité prédictive. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des systèmes stochastiques ou probabilistes qui prévoient la chaîne de caractères suivante. Quand dans la base de données, on n'a pas ce qui est statistiquement pertinent, il va inventer ce qui est le plus proche de ce qui est statistiquement pertinent, c'est ce qu'on appelle les hallucinations. Mais au fond, ce modèle de langue n'a jamais accès à la signification, il ne sait pas ce qu'il raconte. Et donc, vous ne pouvez pas attendre d'un système massif comme celui-là, enfin d'un modèle de langue massif comme celui-là, qu'il ait quelque rapport à la vérité que ce soit. Parce que pour avoir un rapport à la vérité, il faut savoir ce qu'on raconte. Donc, le rapport à la vérité, c'est vous qui allez le projeter sur ce qui est raconté. Parce qu'il y a un point qui est un petit peu passé sous silence dans les interactions qu'on a avec ces machines, c'est qu'à chaque fois qu'on interagit avec un autre sujet, le sens de ce qui est produit par l'un et par l'autre est coproduit par l'un ou par l'autre. Là, en ce moment, vous êtes en train de produire autant de sens que je suis en train d'en produire dans ce que je raconte. Sauf que là, vous avez toute une expérience de vie derrière vous pour dire « Ah ouais, mais ce type-là, c'est un prof de philo, donc je peux lui attribuer un certain nombre de croyances, un certain nombre de positions, ce qu'on appelle l'éthos, ce qu'on appelle… » Ça, vous avez une théorie de l'esprit à mon égard. Vous pensez que je ne vais pas d'un seul coup me lever, me mettre à poil et commencer à vous taper dessus avec un gourdin. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est peu probable, en tout cas. Pour arriver. Le fait que vous n'ayez pas cette attente répond simplement à cette idée que vous avez une théorie de l'esprit dans laquelle mon comportement rentre globalement plutôt pas mal. Le problème, c'est que quand vous interagissez avec un modèle de langue massif, vous n'avez pas de théorie de l'esprit pour ce modèle de langue. Vous projetez
une théorie de l'esprit humaine sur son fonctionnement. Et donc, vous lui attribuez des valeurs, vous lui attribuez un ethos, vous lui attribuez des points de vue, un rapport à la réalité, un rapport au monde autour de nous et à la praxis, à la pratique, à l'action, dont il est absolument dépourvu. Ce qui fait que dans le rapport à ces modèles de langue, et ça dépasse le seul cas de la santé ici, hein, comprenez-moi bien, c'est vraiment tous les usages qu'on a avec ces outils-là, nous projetons beaucoup plus que ce que font ces modèles de langue. Et d'une manière générale, et c'est pour ça que le terme IA est si mal choisi, c'est que nous projetons, par le fait même que ça s'appelle intelligence artificielle, le fait qu'on a des attentes en termes d'intelligence qui sont celles qu'on a vis-à-vis de nos contemporains humains, mais pas seulement, aussi animaux non humains. Alors, 4 types de dommages. Des dommages à l'environnement naturel, je vais passer très rapidement là-dessus, à l'environnement épistémique et informationnel, à l'environnement social et politique, et des dommages cognitifs. On peut avancer beaucoup. Alors là, je ne vais pas m'étendre, c'est en gros, ça émet énormément de gaz à effet de serre pour entraîner un système de type LLM comme ChatGPT, etc., un 284 1000 tonnes pardon, de gaz à effet de serre. C'est monstrueux. Juste pour entraîner un modèle, une instance de modèle. Donc ça fait beaucoup. On pense qu'on va avoir une consommation d'électricité qui va devoir être doublée d'ici 2050, uniquement pour les usages du numérique. Donc la consommation globale d'électricité doit être doublée d'ici 2050, juste pour ces usages-là. C'est monumental. Ça veut dire... J'étais partie pour m'occuper de Chacha. Ah, pardon ? J'avais commencé à faire un peu d'ailleurs. Là, ça va être compliqué. Si j'ai de la concurrence en ligne, je ne peux plus parler. C'est ChatGPT qui se venge. On va pouvoir passer. L'autre aspect, c'est les inégalités en termes d'effets, hein, puisque les effets sont plus pour les pays du Nord, les effets positifs de ces modèles, les effets négatifs sont plus pour les pays du Sud, mais ça, on a l'habitude, c'est globalement toujours le cas. Le problème central, c'est celui-là pour la médecine, c'est les effets d'entraînement. Pour entraîner ces systèmes, on a besoin de données. Ces données, elles sont alimentées par nos propres biais. Typiquement, là, vous avez un très très bon livre qui s'appelle Algorithms of Oppression. Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français. Et vous commencez une requête Why are black women so? Et vous avez statistiquement ce qui arrive le plus souvent dans les demandes. Et c'est là-dessus qu'est entraîné ChatGPT. Donc, vous avez angry, loud, mean, attractive, lazy, annoying, confident, sassy, insecure. Généralement pas super positif. Ça a des effets en santé. On a un système d'IA qui a été utilisé aux États-Unis pour faire du prédictif en fait sur les dépenses de santé dans une ville. Et ils sont basés sur l'existant. Et ils ont dit, oh, c'est quand même incroyable, les Noirs sont vachement plus en bonne santé que les Blancs parce qu'ils consomment moins, quoi, et ils ont moins de dépenses de santé. Et donc, résultat, ce qu'ils prévoyaient, c'est de beaucoup moins investir en fait sur la prévention sur les populations noires, sans se rendre compte que oui, mais il y avait un autre biais quand même dans l'affaire, c'est que la position sociale des populations noires aux États-Unis était quand même pas exactement la même que celle des populations blanches. Et donc là, on a des effets très très concrets en fait, hein, parce que tous ces systèmes sont extraordinairement conservateurs. Les données du passé alimentent les prédictions du futur. Ça pose un certain nombre de problèmes dès lors qu'on va utiliser ces outils pour de la créativité. 2 derniers points et je m'arrête. Pardon, j'ai dépassé. Non. On avance. Bon, enjeux politiques et sociaux, ça c'est ce que j'ai déjà dit, on pourra y revenir. Mais il y a un enjeu ici, notamment en termes d'encadrement réglementaire, qui est très complexe à faire. On a l'IA Act, qui a été adopté en Europe très récemment. Il n'est pas encore totalement stabilisé dans sa forme finale de rédaction. C'est une avancée sans doute. Tous on appelle ça les experts de haut niveau qui ont contribué à sa rédaction, disent qu'en fait, c'est surtout beaucoup de poudre aux yeux et parfois on parle ripollinage réglementaire ou éthique. Bon, on est peut-être un petit peu là-dedans. C'est-à-dire que la main des rédacteurs a été très, très cornaquée, on va dire, par l'industrie. On va rester très évasif là-dessus.
Dernier point, les enjeux cognitifs et éducationnels. Tout ce que je vous ai dit sur la théorie de l'esprit et le fait qu'on projette en permanence sur ces systèmes des pratiques qui sont des pratiques humaines, c'est un enjeu pour lequel on va avoir besoin d'éduquer les générations qui vont s'en servir. Là, aujourd'hui, on a un usage qui est complètement sauvage dans l'entreprise, dans l'industrie de ces outils, qui se fait avec des carcans, c'est super, ça va plus vite, ça marche beaucoup mieux. Mais sans se rendre compte qu'on est en train de détruire l'outil lui-même. Puisque je vous rappelle que cet outil, il est nourri par des productions qu'on trouve en ligne. Aujourd'hui, si les productions qu'on trouve en ligne sont elles-mêmes des produits de ces systèmes, on va avoir une dégradation très rapide et on a des modèles mathématiques qui le décrivent très très bien. On a des belles publications depuis 1 an ou 2 là-dessus. On voit qu'au bout de 3 ou 4 itérations, si vous nourrissez votre système de ses propres sorties, il commence à raconter absolument n'importe quoi. Donc, on a besoin d'apprendre à se positionner comme coproducteur de l'information issue de ces modèles de langue et de ces systèmes d'IA. On a besoin d'être formé à l'utilisation de ces outils, et notamment dès lors que ces outils vont entrer dans la formation en soins infirmiers, la formation en médecine, il va falloir s'assurer que les opérateurs, soignants, soignantes, comprennent bien quelle est la place et quel est le rôle et quelles sont les limites de fonctionnement de ces outils. Et pour l'heure, on est plus du côté de l'utilisation à tout va que de l'identification des limites. Voilà, quelques éléments de conclusion que je viens déjà de dire, donc je ne vais pas les répéter. Je vous remercie pour votre attention et je suis désolé d'avoir dépassé. Non, vous avez... ça va aller. Ça... Vous avez un tout petit peu dépassé, ça valait le coup parce que c'était vraiment un état des lieux très, très riche sur l'IA, sur ses enjeux et sur ses implications. Donc, après ce panorama très, 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 très dense et très intéressant, nous allons passer maintenant au point de vue du praticien et d'un praticien qui s'intéresse particulièrement aux problèmes d'éthique. Professeur Bringer, je vais donc vous demander de quelle façon les dispositifs médicaux utilisant l'intelligence artificielle peuvent être utilisés au service de l'efficacité des soins et comment aussi et peut-être surtout le recours croissant à ces technologies peut ne pas se faire au détriment des considérations d'humanité dans les relations notamment entre médecins et patients. Merci. Je remercie d'abord Bernard Burlac pour les mots qu'il a prononcés. Je crois que nous partageons beaucoup de choses et en particulier, je crois que nous avons la perception que la contemplation des grands espaces des hautes terres permet de se rendre compte de l'insignifiance des choses du monde. C'est très important par les temps qui courent. L'éthique permet de s'élever aussi. Elle permet de s'élever d'abord en mettant à terre très vite l'idéologie qui est l'idée simple qu'une technique, une idée, peut-être 2, parfois 3, amènerait le bonheur dans la complexité de la vie, du monde et de l'être humain. C'est tout simplement l'inverse de l'idéologie, la réflexion éthique, et ça s'adresse à l'incertitude de la vie et à la complexité. La médecine, d'ailleurs, est complexe parfois, pas toujours, et lorsqu'elle est complexe dans un champ d'incertitude, elle demande une réflexion à plusieurs de disciplines différentes. Vous savez tout ça. De même que l'éthique élève au-dessus de la conviction. La conviction n'est pas l'éthique, même sincère, même intime, elle dépend de la façon dont nous avons grandi, été éduqués, de notre milieu, de notre religion. Elle est biaisée.
la conviction. Enfin, l'éthique n'est surtout pas la morale, puisque la morale donne la réponse avant la question. Et si l'on fait appel à la morale, ce n'est pas la peine de discuter très longtemps. Les règles sont établies avant le questionnement. L'éthique, c'est du concret aussi. Et ce que je veux, à travers ces quelques minutes, vous montrer comment l'éthique, bien sûr sur les grands questionnements de la vie, de la mort, sur la naissance, sur la fin de vie, est importante, mais l'éthique est cruciale dans la pratique quotidienne lorsqu'on aborde des problèmes complexes. Et ce concret, on va le voir à travers quelque chose qui envahit la médecine, ce sont les dispositifs médicaux connectés qui sont dotés d'algorithmes parfois extrêmement complexes qu'on utilise en cardiologie, en neurologie, dans les neurosciences chères à Bernard Biolac et que l'on utilise dans ma discipline de manière révolutionnaire dans le diabète, par exemple. Donc, à travers ces aspects concrets, j'aborderai des problèmes éthiques très précis et qui se posent à nous tous les jours lorsque on utilise ces dispositifs. Et je voudrais vous montrer que ces dispositifs peuvent amener plus d'humanité, de soins. On dit toujours la machine est inhumaine. Oui, mais l'interface machine-soignant-patient peut créer une extraordinaire humanité à travers une éducation thérapeutique sophistiquée et une véritable autonomie transférée aux patients. Alors, les dispositifs, ils sont donc au carrefour entre les patients, les professionnels de soins, ils sont connectés, ils recueillent des données souvent de façon automatique, par milliers, par millions et plus, mais aussi de façon manuelle pour recueillir certains aspects de la vie du patient, l'exercice, les repas, les émotions et un certain nombre de choses. Ils aboutissent sur des plateformes numériques, ils sont traités par des algorithmes divers, très différents, on va le voir, et bien sûr, ils sont utilisés dans la télésurveillance, la téléassistance, mais ce qu'on pourrait appeler la téléthérapeutique instinctive. Le défibrillateur cardiaque est un exemple qui, tous les jours, sauve des milliers de vies, alors que c'est un algorithme qui agit de manière instinctive. Ce n'est pas à Bordeaux, la Mecque de la cardiologie rythmologique, que l'on peut ignorer cela avec une équipe reconnue dans le monde entier par les travaux pionniers et le développement exemplaire de l'activité de Michel Esseguer. Donc, ça peut être utilisé, bien sûr, comme alerte, comme aide à la décision thérapeutique ou diagnostique. Ça favorise l'observance, mais aussi, on peut l'utiliser comme thérapeutique. Alors, les patients connectés, je ne vais pas parler des outils qui comptent les pas, qui comptent les kilomètres ou qui comptent des choses extrêmement simples. Je parle des dispositifs à destination médicale. Éducation thérapeutique, observance, sécurité. C'est donc implanté ou porté par des patients avec une fonction de télétransmission et de stockage numérique,
avec le plus souvent aujourd'hui des algorithmes qui vont moduler tout, la décision, le traitement, le suivi, l'accompagnement. Alors l'algorithme est parfois figé, il se reproduit de la même manière, donc il est prédit. Mais l'algorithme peut être incrémental avec une intervention humaine qui permet aussi de l'abonder. Et puis, il y a, ça a été évoqué, les algorithmes apprenants et autonomes avec des systèmes d'intelligence artificielle générative qui donnent parfois ce qu'une boîte noire ne permet pas de comprendre. En d'autres termes, l'algorithme dit juste, mais on ne sait pas pourquoi. Et par exemple, en médecine, on a des exemples. L'IRM, vous passez une IRM et le médecin qui vous la prescrit ne sait pas comment ça marche. Lui, il ne sait pas comment ça marche, c'est-à-dire comment on passe des signaux magnétiques aux signaux mathématiques, puis à l'image et à la précision du diagnostic. Mais les ingénieurs comprennent très bien. Tandis qu'il y a des algorithmes où personne ne comprend. Celui qui l'a conçu ne peut plus expliquer pourquoi l'algorithme évolue comme ça. Et pourtant, quand on prend un échantillon de patients et qu'on regarde si l'algorithme dit juste, il dit juste sur des échantillons de contrôle. Mais l'intelligibilité de l'algorithme n'y est pas. Et donc, c'est vrai que c'est un problème nouveau auquel on est confronté. Alors, la télésurveillance cardiaque, les dispositifs de neurotechnologie et le diabète de type 1 révolutionné chez des milliers d'enfants dans notre pays aujourd'hui. D'ailleurs, plus un enfant ne bénéficiera pas de ces techniques d'ici très peu, puisqu'elles sont entièrement prises en charge. Et vous voyez à gauche un système assez lourd qui, au fur et à mesure, se miniaturise avec cette boucle fermée, ce qu'on appelle le pancréas artificiel ou semi-artificiel, qui lit toutes les minutes la glycémie, envoie un message, est traité par un algorithme et l'algorithme fait injecter l'insuline en fonction des fluctuations de la glycémie et ce, de manière très reproductible. Jamais jusqu'ici, ayant travaillé 40 ans sur ces systèmes, on avait abouti à un tel résultat. Alors, si on résume, les dispositifs médicaux connectés peuvent parfois faciliter l'accès aux soins, peuvent sauver des vies. Le défibrillateur, allez, un exemple quotidien reproduit par milliers, accroît la sécurité, facilite la personnalisation parce qu'on va voir des données d'un patient traité par l'algorithme dont on peut disposer qui vont permettre, bien sûr, d'aller très loin dans la personnalisation des soins. Ça peut favoriser l'autonomie et, je l'ai dit, les équipes d'éducation thérapeutique arrivent à faire en sorte qu'un patient qui n'était pas destiné à être autonome le devienne, et notamment les enfants et les jeunes, parce qu'ils sont passionnés et doués pour les technologies, ils appréhendent ces techniques à toute allure, ils sont enfin intéressés par leur maladie. Je vous rappelle que le diabète de type 1, c'est 4 à 8 injections d'insuline par jour, c'est
étaient jusqu'à très peu des piqûres au doigt pour analyser la glycémie 6 à 8 fois par jour, et malgré ce, l'imperfection était partout, avec les pertes de connaissance, les hypoglycémies nocturnes terrifiantes pour les parents, les crises d'épilepsie d'enfants à cause des hypoglycémies, des entrées à l'hôpital par décompensation d'acidocétose. Bref, la vie n'est plus jamais légère, ni pour les enfants, ni pour les parents. Arrive le système et tout le monde souffle. Et c'est une libération. Et ça demande de faire encore des progrès, mais c'est un pas important. Alors, bien sûr, les montres connectées. Une des entreprises qui réussit le mieux aux États-Unis actuellement sur l'indication rythmologique, c'est une entreprise créée par 2 polytechniciens français jeunes qui ont réussi à avoir par des millions, dizaines de millions de données, une reproductibilité sur les troubles du rythme et leur détection qui est à un point tel que ce système est inarrêtable et que déjà les États-Unis, la FDA a donné son accord et que ça se développe de manière extraordinaire. Le vieux Holter, qu'on vous met 48 heures pour voir s'il y a des troubles du rythme, sera bien sûr surpassé très vite par ces systèmes. La télésurveillance cardiaque permet de surveiller à distance des données automatiques et des données relevées par le patient, mais des balances automatiques peuvent entrer le poids tous les jours dans le système connecté, de même pour la pression artérielle, pour la fréquence cardiaque, pour les symptômes ressentis, pour les données du mode de vie quotidien. Et ces dispositifs fournissent des données qui, pour un médecin, seraient envahissantes et qui, pour l'algorithme, sont très faciles à traiter. Je reviens au dispositif de neurotechnologie dont je ne connais pas grand-chose, bien sûr, mais un mot sur ces systèmes, parce qu'ils sont vraiment très importants pour analyser l'interface entre l'humain, le cerveau humain et la machine. Alors déjà, il y a des applications que je ne vais pas citer toutes, mais dont certaines sont avérées sur la prédiction de certaines maladies, la meilleure analyse du fonctionnement du cerveau, sur l'identification de certains dysfonctionnements et pathologies cérébrales, et puis une cartographie précise des lésions cérébrales. Dans l'homme dit compensé, dans ses capacités physiques et cognitives, il y a des exemples d'applications d'électrodes, bien sûr, et de systèmes aujourd'hui implantés. Si on va plus loin, bien sûr, Neuralink d'Elon Musk a implanté une puce de 2 cm, 20 mm sur 8 mm dans le cerveau et a pour objectif d'aller vers un homme augmenté. Et bien sûr, les craintes à ce niveau s'élèvent, sont logiques et sont sérieuses. Mais Elon Musk et sa société Neuralink ont un plan très précis. Ils ont obtenu l'autorisation de tester leur puce et ce développement poursuit son cours. Nous verrons. Bien sûr, il y a des risques.
des abus d'abord intentionnels, ça a été évoqué, des piratages de données, mais on a peur aussi qu'on puisse arriver un jour, même si c'est encore de la fiction, à des modifications de la personnalité, à des effractions dans la vie mentale. Et dans le fond, une prise de contrôle sur le cerveau. Mais ça peut exister déjà avec les systèmes d'intelligence artificielle générative, et il est sûr que les fake news potentielles de ChatGPT ou des apparentés peuvent avoir une influence. Et puis, il peut y avoir tout simplement des effets indésirables, non intentionnels, mais qui sont des atteintes à l'autonomie, des intrusions permanentes, sans compter les biais de recueil de données, et donc des sérieux problèmes. Je voudrais rajouter que, bien sûr, on vise ici, dans l'homme compensé, une complémentarité entre la capacité du cerveau et la capacité numérique. La capacité du cerveau humain, elle est limitée pour traiter l'information. Un cerveau humain ne peut pas traiter les milliards de données d'une machine. Ce n'est pas possible. Moi, médecin, tous les médecins de la Terre ne peuvent avoir en tête les 7500 maladies génétiques et les 20 millions de mutations qui créent ces maladies génétiques. L'intelligence artificielle le peut. Donc, la mémoire humaine est limitée, sélective, la vigilance est fatigable et fluctuante parfois chez les médecins ou les soignants. Et puis le cerveau a ses propres biais dans l'évaluation, l'estimation des probabilités. Alors que l'intelligence numérique, bien qu'elle ne fait que imiter, reproduire, qu'elle part du recueil des données, c'est important, parce que la qualité de ce que va dire l'intelligence numérique dépend de la conception, des biais potentiels dès la conception à cause d'objectifs particuliers, mais dépend surtout de la qualité du recueil des données et dans l'algorithme de la pondération de chacune de ces données. En d'autres termes, si on donne une importance totale dans un développement d'une indication thérapeutique à une thérapeutique, à la durée de vie par rapport à la qualité de vie, on n'aura pas les mêmes résultats de décision thérapeutique. Et puis, bien sûr, l'intelligence numérique n'a aucun bon sens et elle n'a pas d'empathie, on le sait, elle n'a pas de finalité, elle n'a pas de sens tout court. Elle n'a ni conscience, ni émotion, ni éthique, ni sens des responsabilités. Alors, le diabète de type 1, j'y reviens parce que c'est d'abord un aspect que je côtoie et que je connais bien. Donc, c'est le coupage d'un capteur de glucose, d'une pompe à insuline et d'un algorithme. Et je vous montre quelques données. Sur 2500 patients français qui ont été mis sous ces systèmes automatiques, par rapport à ceux qui étaient déjà sous pompe à insuline et qui étaient déjà sous capteur à glycémie, glucose, le simple fait de rajouter un algorithme qui les lie double la qualité des résultats. Que ce soit en hypoglycémie en diminution, en prévention des hyperglycémies ou en prévention des décompensations avec hospitalisation. Donc l'algorithme lui seul
transforme les choses alors que le traitement était déjà très sophistiqué. Les stylos injecteurs d'insuline aujourd'hui sont dotés d'intelligence artificielle. Et c'est des stylos connectés qui analysent les données de la mesure continue du glucose, qui conseillent le patient sur la dose pour les repas ou pour la nuit, qui assistent le patient quand il hésite et puis qui rappelle qu'il a oublié l'injection. Parce que quand vous avez 6 injections par jour et que vous menez votre vie et que vous êtes adolescent, penser en permanence à l'insuline devient obsessionnel et c'est un autre problème. Et heureusement qu'on oublie de temps en temps l'injection. Mais là, il y a un rappel. Pour le moment, les études sur ces stylos sont peu nombreuses, il y en a, et tout dépend de la qualité de l'éducation thérapeutique, bien sûr, et de la motivation à utiliser ces techniques. Par exemple, vous voyez que à la dernière ligne, le pourcentage d'injections manquées, oubliées par les patients se réduit de 43% avec ces systèmes. Et que bien sûr, le temps passé en hyperglycémie se réduit et le temps dans la cible s'améliore. Arrivent depuis peu les systèmes de ChatGPT dans le soin, l'intelligence artificielle générative. Ça a été très bien défini, j'y reviens pas, à partir de la collection de caractères, une reproduction qui peut être très souvent pertinente, mais parfois totalement erronée. Et donc, ça fonctionne à partir d'un auto-apprentissage de l'algorithme basé sur un nombre très élevé, des millions et parfois des milliards d'exemples ou de situations. Bien sûr, c'est très différent de l'expérience humaine qui est sur le contexte et la propre expérience, d'où la nécessité d'une validation humaine. Mais pourtant, le potentiel de cette intelligence artificielle générative est tel que ni les patients ni les professionnels de soins ne peuvent rester à l'écart de ces avancées et prometteuses pour le moment, mais il faut en comprendre les limites. Par exemple, en utilisant une intelligence artificielle conversationnelle, ChatGPT vocale, dans le soin et l'accompagnement des patients, on voit que le temps nécessaire pour obtenir la dose optimale d'insuline est de 15 jours, alors qu'il faut 80 jours avec l'éducation thérapeutique classique, l'accompagnement et le soin. De même, les cibles glycémiques atteintes, très bonnes, sont de 81%, alors que dans le suivi classique, c'est 25%. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que sous nos yeux, on voit arriver l'importance de ces systèmes dans le soin et que c'est incontournable, car il ne serait pas éthique de ne pas les utiliser. Alors, pour finir, le questionnement éthique dans tout ça. Il faut être soucieux des aspirations humaines et soucieux de la personne. Je dirais, pour être très simple, que les systèmes d'intelligence artificielle et les algorithmes sont assez vite adaptés à une maladie et ont de grandes chances de potentialiser la qualité du traitement d'une maladie. Mais il n'y a pas que ça qui est en jeu. Il y a la vie de la personne, ses choix, son mode de vie, ses soucis, sa manière de vivre la maladie, les pathologies associées, sa personnalité. Un perfectionniste et un je m'en foutiste, c'est pas la même chose dans une maladie.
on ne peut pas les soigner pareil. On ne peut pas les accompagner pareil. On ne peut même pas indiquer parfois les médicaments qu'on voudrait indiquer chez l'un ou chez l'autre, parce que chez celui qui n'a pas d'observance, il y a de hauts risques de certaines thérapeutiques qui dépassent les bénéfices de ces thérapeutiques. Alors, comment privilégier l'autonomie? Comment veiller à la bientraitance? Comment prévenir les nuisances pour la personne? Et comment garantir les droits du patient, sans parler des responsabilités, y compris des opérateurs ou des concepteurs et des praticiens et des infirmières avec ces outils. Alors, concernant l'autonomie, il faut une information loyale, intelligible pour le patient, adaptée à son niveau, et surtout une éducation thérapeutique adaptée et évaluée. Ces outils ne permettent pas de bricoler un transfert au patient sans éducation thérapeutique. Ça valorise le travail des infirmières qui deviennent véritablement de pratiques avancées et ça valorise le patient par rapport à la maîtrise de sa maladie. Mais il faut obtenir un consentement éclairé, il faut que la décision soit partagée et il faut lui expliquer la capacité humaine d'interagir, de dire là non, ça ne marche pas, il y a quelque chose qui se passe. Et donc lui donner ces réflexes essentiels de sécurité. Mais surtout, il faut permettre aux patients d'initier, bien sûr, ou non, ces techniques, mais de pouvoir les arrêter. Parce qu'on se retrouve dans des équipes techniques tellement impliquées sur ces objets que finalement, le « you can do it » est toujours là et que ça devient une véritable intrusion. Concernant la bienfaisance, tout est dans la pertinence de l'indication. Tout le monde n'est pas adapté à ces objets connectés et il faut véritablement poser des indications avec nuance. Il faut exclure certaines personnes, c'est vrai, malheureusement, et les situations impropres à l'utilisation. J'insiste sur la compétence des équipes qualifiées en raison de l'éducation thérapeutique. Il faut une disponibilité réactive des équipes. Et vous le savez à travers la radiologie, par exemple, l'attention, le souci de la personne peut se perdre quand on utilise des techniques. On peut ne plus voir que les résultats de la machine et la personne derrière disparaît. Il faut une accessibilité aux consultations présentielles parce que ces patients sont largués avec leurs outils et puis ils disent « j'arrive plus à avoir de rendez-vous ». Enfin, pour la non-nuisance, bien sûr, il faut respecter la sécurité des données, la confidentialité. Assurer la qualité du recueil. Tout dépend dans les algorithmes de la qualité du recueil des données. Et les médecins et les soignants ont peur de devenir des esclaves collecteurs de data qui ne regarderaient plus leurs patients et qui seraient tout à collecter des données. C'est un vrai danger. C'est un vrai danger que l'on voit déjà poindre dans les équipes de haute technicité qui n'ont pas réfléchi à l'aspect éthique et humain de ceux qu'ils utilisent. Il faut éviter les intrusions inutiles. Je n'insisterai pas sur la justice et l'équité, on peut réserver ça aux questions. Sachez qu'il y a un règlement de protection des données, bien sûr, qui dit que le traitement des données et l'utilisation de ces outils doit être licite, viser des objectifs légitimes, avec un consentement sur cet aspect,
qu'il faut que des agences européennes, nationales, disent que sur leur validation, il y a une prévention des grands biais possibles et la loyauté, bien sûr, de la conception. Il faut une traçabilité. Alors, le droit d'obtenir des informations accessibles et intelligibles, on ne peut pas expliquer tout au niveau du soin. Il faut, bien sûr, que les agences compétentes se portent garantes autant que possible de la diffusion de ces systèmes. Et puis, bien sûr, la protection est importante. Je terminerai par cette diapositive, peut-être la plus importante de mon exposé. Certains disent, mais l'intelligence artificielle va supplanter le soin. Non, ça supplantera jamais le soin. On va assister à une grande mutation des patients, des soignants et des médecins. Ça, c'est sûr. Et très rapide. Et les facultés de médecine ont intérêt à accélérer dans la formation autour de ces technologies, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais le soin, c'est surtout et d'abord l'écoute. Sans écoute, il n'y a pas de soin. Et l'écoute et le regard, ça sert à percevoir, à lire chez l'autre ses attentes prioritaires et à voir sa vulnérabilité. Si on passe en coup de vent, on n'aura aucune lecture de l'autre. Le regard est très important parce qu'il montre qu'il comprend. La présence, on me dit parfois, qu'est-ce que c'est une présence? Eh bien, les patients donnent la réponse. Ils disent, je comprends que les soignants et les médecins n'aient pas le temps. Je l'accepte, il faut aller vite. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que passant 10 minutes avec moi, et que 10 minutes, il ne soit pas tout à moi, qu'il ne soit pas exclusif. Et donc, la posture de disponibilité exclusive est un travail des soignants sur eux-mêmes en permanence. Sinon, ils font du dégât à leur insu. De même que annoncer des maladies ou des outils avec un débit d'une rapidité incompréhensible pour quelqu'un qui le reçoit et qui est stupéfait n'est pas adapté. Donc, le temps d'exclusivité est important. Mais surtout, ce qui manque parfois aux soignants et aux médecins, c'est la conscience des dégâts qu'ils peuvent faire par un regard, un mot, une posture inappropriée. Et donc, tout ceci demande un questionnement éthique réel, concret, quotidien, avant de se lancer à la légère sur des outils au très gros potentiel. Merci. Merci. Professeur Boinger, on a légèrement dépassé l'horaire, mais vraiment ça valait le coup parce qu'on a eu à la fois sur tout ce qui était le plan de la clinique, d'une part, et sur le plan de l'éthique, on a eu un passage en revue vraiment remarquable, profond, précis, intelligible, détaillé. Enfin, vraiment, je pense que, d'ailleurs, je vois en regardant la posture, si je puis dire, des personnes qui sont dans la salle, que vous avez passionné tout le monde. Alors, il reste quand même quelques minutes, même quelques bonnes minutes pour les questions. Alors, je vais voir si il y a des questions qui viennent. Est-ce qu'il y a des questions qui viennent de la salle d'abord? Est-ce qu'il y a des questions? Non, enfin, voilà. Madame. Attendez, on va prendre Allez, on va vous donner un micro. Ça ne marche pas. Faut monter le petit bouton en haut. Bonjour. Oui, ma question, c'était de savoir si, par exemple, pour
s'il y a l'intelligence artificielle, s'il y a un dérèglement, mettons des machines, est-ce qu'on peut l'anticiper, ce dérèglement qui a un effet sur l'humain, en fait, au niveau du soin? Comment anticiper les dérèglements, c'est ça? Oui. Comment les éviter? Si on peut le prévoir. Non, parce que là, on va se retrouver exactement dans la même situation que sur un dérèglement de n'importe quelle machine automatique, sur un avion, voilà. Là, c'est la panne fortuite, truc qu'on n'a pas prévu, qui n'est pas prévu au cahier des charges, etc. Donc, c'est pour ça qu'on fait passer un certain nombre de tests et qu'il y a une certification qui est toujours demandée, que ce soit pour l'avionique, que ce soit pour la médecine, que ce soit... tout système d'intelligence artificielle passe par une phase de certification qui est double, qui est celle de la robustesse, on va dire, computationnelle, calculatoire. Donc, on va faire passer un certain nombre de tests mathématiques en fait, à l'ensemble des algorithmes qui sont implémentés par la machine pour s'assurer que ce qu'elle doit faire, elle le fait correctement. Et puis après, il y a la partie, on va dire, hardware, la machine qui implémente ce calcul, qui elle-même doit être certifiée. Donc, c'est une chaîne de certification. Le problème, c'est que ça ne va nous donner qu'une certification en termes de fiabilité. Hein, c'est la fiabilité de la machine qui est testée. La question de la confiance, ce n'est pas la même chose que celle de la fiabilité. Et là, parce que la confiance, ça suppose qu'il y ait quelqu'un qui fasse confiance et qu'il y ait quelque chose ou quelqu'un en qui on fasse confiance. En fait, moi, je n'ai jamais confiance en une machine. D'accord. Quand je le dis, je pense simplement qu'elle est fiable, quoi. Moi, j'ai presque envie de poser un peu cette question de la confiance au professeur Bringer. Vous avez parlé de systèmes, notamment concernant votre discipline. À partir de quel moment vous avez confiance et vous avez eu confiance dans ces systèmes et dans votre responsabilité, dans votre choix de les proposer aux patients? La confiance dans le soin, c'est la reproductibilité observée qui donne confiance. Si vous avez une machine qui fait qu'elle rattrape ou elle est adéquate dans sa réponse des milliers de fois, vous avez confiance. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas que les patients ne soient pas éduqués aux alertes de défaillance de la machine. Mais ce n'est que la reproductibilité des bons résultats qui donne confiance. Si l'IRM se trompait sur le diagnostic des tumeurs une fois sur 10, on ne lui ferait pas confiance. Mais comme on sait la reproductibilité de l'analyse de l'image, passant des signaux magnétiques, mathématiques, jusqu'à la lecture en image, on a confiance dans l'IRM. Je crois que Cédric Brun voulait compléter ou répondre. Ouais, un tout petit complément qui est sur la question de la robustesse. C'est-à-dire que tous ces systèmes sont incroyablement dépendants d'une infrastructure très large. On a besoin d'avoir des systèmes d'information impeccables. On a besoin d'avoir un système de traitement de la donnée, de recueil de la donnée, de transmission de l'information, de redondance dans ce système de transmission d'information, parce que s'il y a un dépôt de données qui est out pour une raison ou pour une autre, un incendie, on a eu ça il n'y a pas longtemps, ou une cyberattaque comme on a eu sur un certain nombre de centres hospitaliers il n'y a pas si longtemps que ça, d'un seul coup, notre système de soins se retrouve à devoir refonctionner à l'encre et au papier, et ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faut qu'on pense, quand on intègre tous ces outils-là, à la robustesse nécessaire du système dans le cas X ou Y où ça flanche pour une raison qu'on ne peut pas forcément anticiper. Ça, c'est un point très important sur lequel on a besoin d'être conscient aussi de la dépendance dans laquelle on rentre par rapport à ces outils. Merci. Lindobuck. Oui, merci pour ces exposés. J'ai trouvé tout à fait intéressant, mais même très, très documenté. Mais je reste un peu sur ma faim parce qu'au fond, j'étais venu assister à une conférence sur l'intelligence artificielle et je me retrouve en réalité
sans savoir ce qu'est l'intelligence artificielle in fine, parce qu'on ne voit pas bien la différence entre l'exposé de Cédric Brun et celui du professeur Bringer, la limite en ce qui est de l'intelligence qui serait artificielle et ce qui est, au fond, le progrès technologique normal ou habituel d'une informatisation du matériel médical. Quand le professeur Bringer parle de son système en boucle sur le diabète, bon, on est dans l'algorithme, c'est vrai, mais c'est une intelligence humaine qui vient mettre en programmation des raisonnements classiques de l'intelligence humaine. Et ça ne me paraît pas de l'intelligence artificielle, même si c'est l'informatisation. Alors finalement, la question que j'aurais envie de vous poser, mais je ne suis pas persuadé que vous ayez le temps d'y répondre, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence au fond? Parce qu'on ne peut véritablement parler d'intelligence artificielle qu'à partir du moment où on définit les termes, c'est-à-dire on parle d'intelligence, deuxièmement l'artificialité. L'artificialité est relativement facile en l'occurrence, mais quid de l'intelligence? Alors je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais en fait c'est une question que je voulais poser comme ça, pour le fun. Nous avons une demi-heure devant nous, c'est peut-être un peu court pour répondre à la question fondamentale, qu'est-ce que l'intelligence? Mais on en prend bonne note. Oui, vous souhaitez Non, mais je crois qu'il y avait une autre question qui est corrélée. Ça rejoint un peu la question que je voulais poser tout à l'heure sur la frontière en fait entre l'algorithme et l'intelligence artificielle. Et finalement, c'était pas mal que je la pose pas tout à l'heure parce que le professeur Bringer a quand même détaillé la question de l'algorithme figé, donc qui est l'algorithme classique et puis qu'on peut écrire avec nos petites mains. Alors évidemment, il peut faire une page comme il peut en faire 15 ou 25 ou des milliers, comme par exemple le cas de Parcoursup qui a été évoqué, mais qui reste un algorithme qui est écrit et qui est accessible à tous ceux qui veulent aller voir comment ça marche. Et puis après, donc, on a vu qu'il y avait des algorithmes apprenants autonomes et jusqu'au système d'IA générative. Et effectivement, est-ce que l'algorithme basique, c'est déjà de l'intelligence artificielle ou juste de l'informatique, ou est-ce que l'intelligence artificielle, ça commence à l'algorithme apprenant, autonome ou à l'IA générative? Ça, je ne sais pas si c'est tranché quelque part, mais moi, j'ai quand même l'impression que l'intelligence artificielle, elle commence là. Alors, bon, j'ai voulu éviter ce point, non pas parce qu'il est trop compliqué, mais parce que en fait, ça suppose des développements très longs. Pour le dire le plus schématiquement possible, alors s'il y a des spécialistes d'informatique ici, ils vont me taper dessus parce que je vais être trop schématique, mais on va essayer d'être clair. En gros, il y a deux manières de penser les choses. La logique, vous savez, la vieille syllogistique aristotélicienne, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Bon, ça, c'est la base fondamentale de tout ce qui a donné la cybernétique. Après, à partir du moment où on s'est rendu compte que toutes les fonctions logiques, on pouvait les faire calculer par une machine. Une machine bien pensée, une machine théorique, on appelle les machines de Turing, du nom d'Alan Turing, un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, précisément. Cette thèse, dite Church-Turing, c'est qu'une fonction mathématique bien formulée, elle peut être calculée par n'importe laquelle, peut être calculée par une machine de Turing. À partir de là, on s'est dit, bon, ben, ça veut dire qu'à partir du moment où je peux traduire une fonction cognitive, une activité cognitive intelligente, humaine, animale, peu importe, sous forme de fonction mathématique, ben, je vais pouvoir la faire réaliser par n'importe quelle machine. Et ça pouvait passer par deux processus qu'on a identifiés assez tôt en fait, dans l'histoire de l'informatique. Soit je code et je donne de manière discrète toutes les étapes de raisonnement par lesquelles je dois passer pour arriver des données d'entrée à des données de sortie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bonne vieille IA classique ou dite symbolique. On a des symboles qui représentent des variables et ces variables, on les rentre dans des fonctions logiques et ces fonctions logiques, elles sont calculées comme sur un boulier par une machine. Soit on s'inspire justement du fonctionnement des réseaux de neurones biologiques, c'est les fameux réseaux de neurones artificiels. Et là, en fait, on peut traduire sous forme algorithmique le fonctionnement de ces réseaux de neurones sans pour autant comprendre comment, dans le détail, chacun des neurones théoriques transmet l'information à l'autre. On a juste des effets de masse d'entrée et de sortie. C'est pour ça que je parlais de boîte noire. Dans l'intelligence artificielle de type symbolique, on peut faire ce détail, ce n'est pas opaque, on peut passer en revue toutes les étapes du raisonnement. Dans l'intelligence artificielle d'inspiration connexionniste, avec des
des réseaux de neurones artificiels, c'est beaucoup plus dur. Et c'est d'autant plus dur si l'apprentissage de ces réseaux de neurones n'est pas supervisé. En gros, si je lui dis « ça, c'est un chat » et je lui montre 3500 chats, à la fin, il va forcément reconnaître un chat. Mais si je lui dis « reconnais-moi ça » et je lui montre 43 000 photos dans lesquelles il y a des chats, il y a des chiens, il y a des orang-outans, et qu'à la fin, il me fait 3 catégories différentes d'objets en distinguant bien les chats, les chiens, les orang-outans, je ne lui ai pas appris, j'ai simplement codé là où c'était vrai ou là où c'était faux, ou il a simplement appris à coder lui-même les traits communs qu'il y a. Et c'est là où la nouveauté de ces outils de type algorithme apprenant ou génératif qui sont utilisés dans ces dispositifs, elle est très grande parce qu'on ne lui a pas appris à le faire. Il a reconnu, il a appris à identifier, à reconnaître les régularités statistiques dans les données qui permettent de déterminer comment il doit se comporter. Donc, la grande nouveauté, elle est là, en fait. Parce que c'est du coup beaucoup plus souple, en fait, à transposer d'un domaine à un autre. Mais en même temps, un côté massif dans l'apprentissage qui explique l'énorme consommation d'énergie de ces machines. Ça, c'est évident. Autre question de la salle. Oui, madame. Oui, j'ai bien aimé le lien que vous faites entre l'intelligence artificielle, l'intérêt qui effectivement est énorme, et l'éducation thérapeutique, qui, si j'ai bien compris, est indispensable et ça me touche de près. J'aimerais savoir si aujourd'hui et dans les années qui arrivent, le système de santé est en train de se transformer pour donner une place à l'éducation thérapeutique. Et alors, il y a l'éducation thérapeutique du patient, mais il y a aussi depuis quelques années où on est beaucoup dans de l'ambulatoire, l'éducation thérapeutique de celui qu'on appelle l'aidant familial ou l'aidant naturel. Bien sûr. Et j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fracture là qui est en train de peut-être de se creuser, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ose espérer qu'on travaille au niveau des instances supérieures, ne serait-ce qu'économiques. Hein. Bon. Merci, madame. Professeur Branger, une réponse? Non, la mutation est difficile, mais elle est obligatoire. Mutation du savoir, mutation de la relation au patient. Parce que avant, dans la décision, il y avait le médecin et le patient. Aujourd'hui, il y a l'algorithme. Et l'algorithme, c'est un intrus. Sauf que c'est un intrus qui a souvent raison. Et donc, il va falloir s'habituer à être très guidé, très influencé, mais à garder la main et la vigilance. Donc, c'est des apprentissages nouveaux. Mais c'est vrai que le terme intelligence, vous l'avez soulevé, est inadapté, puisque ça répète, comme ça a été dit, notamment les intelligences artificielles génératives à partir de caractères, de mots, et ça revient tout le temps, et sur des milliards de données, ça fait juste, mais ça ne réfléchit pas. C'est simplement statistique et répétitif. Mais malgré tout, ce que je veux dire, c'est qu'on va sous-traiter à cette intelligence numérique et à ces algorithmes des tâches automatisables. C'est-à-dire que tout ce qui peut être automatisé, il y a peu d'exemples dans l'histoire qui est vécue depuis 100 ans, que là où on pouvait automatiser et remplacer l'humain en allant plus vite dans ces tâches automatisables, ça a toujours lieu dans l'histoire. C'est d'ailleurs un très gros problème pour l'humain de s'adapter à ces machines qu'il crée lui-même pour aboutir à sa propre déstabilisation. C'est vrai. Merci. Madame? Bonjour, merci pour vos interventions. C'est pour rebondir
également sur ce que dit Madame, parce que moi, j'ai une vraie question autour de l'éthique sur la vigilance, la responsabilisation du patient aussi dans son processus de soins. Est-ce que d'une certaine manière, c'est éthique de responsabiliser parfois à ce point le patient dans le suivi de ses données et tout ça, parfois avec une fracture avec le personnel de soins également, ou c'est les questions de responsabilité que vous souleviez tout à l'heure, mais est-ce qu'on n'est déjà pas un peu limite éthiquement dans la responsabilisation parfois plus du patient sur son parcours? Alors, il y a toujours un danger dans l'autonomisation des patients. Et là, ça l'est. C'est parfois de vouloir tellement l'autonomiser qu'on l'inonde de responsabilités, de données, et qu'on peut aboutir à des personnes qui ne supportent pas. Ils ne supportent pas la charge dont ils ont pris la responsabilité pour leurs propres soins. Bien sûr, il y a des gens qui disjonctent, il y a des familles qui disjonctent parce que le poids est trop lourd. Alors je dirais que là, il y a une fracture générationnelle. Les jeunes sur les technologies, ils disjonctent rarement. Par contre, vouloir imposer ces systèmes à des personnes d'un âge plus avancé, ce n'est pas toujours une réussite. Mais vous soulevez à travers ça que quand on veut autonomiser, on veut transférer. Ça fait partie de l'éthique même. Mais que parfois c'est trop. C'est la même chose dans l'annonce d'une maladie grave. Si la personne ne veut pas tout savoir, et pourquoi on lui imposerait de tout savoir? Il y a beaucoup de discernement là aussi à avoir et de temporalité surtout. Il faut pas, c'est technique, il ne faut pas que ce soit en 3 heures. Ce n'est pas possible. Oui, allez-y. Je voulais juste compléter peut-être par un caractère paradoxal en fait, c'est-à-dire que l'injonction à l'autonomie à travers le développement de ces outils, de l'éducation thérapeutique, à travers la collecte de données tous azimuts, parce que là on parle que de données de santé premium, là, je veux dire on a des dispositifs de santé, mais vous avez aussi des collectes de données qui ont un impact en termes de santé qu'on peut récupérer en ligne sans problème. C'est les posts que vous mettez sur les réseaux sociaux, c'est vos recherches sur les moteurs de recherche, c'est vos achats, c'est vos déplacements, c'est votre activité physique, etc. Et lorsque vous recoupez tout ça, et que toutes ces données-là, elles sont in fine utilisées, exploitées pour votre plus grand bien, c'est pas le problème. Enfin, dire, on veut votre santé. En principe. D'accord. Mais cette injonction à l'autonomie et cette injonction à la santé permanente se transforme en une forme d'hygiénisme 2.0 qui peut devenir difficile à vivre. Parce que c'est comment ça tu fais pas assez de sport, tu n'as pas fait tes 10 000 pas aujourd'hui. D'accord. Et il y a un côté validiste, hygiéniste derrière tout ça qui est extrêmement problématique. Je peux choisir de ne pas correspondre au profil idéal du bon malade. D'une certaine manière, il y a un moment où j'ai aussi ça comme autonomie-là. Et quand cette autonomie, elle est préemptée par le fait que c'est des données sur lesquelles on ne m'a pas demandé vraiment mon avis, en fait, pour les récupérer et pour les traiter, ça devient un espace de liberté qui m'échappe. Alors, une personne dans le chat parle effectivement du rôle aussi important des infirmières, des infirmières dans l'acculturation aussi et le suivi des patients. Je pense, en disant qu'effectivement les aidants sont formés, mais le rôle d'accompagnement est aussi beaucoup tenu par les infirmières. Je pense sans doute, par exemple, au domicile, pour le suivi et l'aide des patients pour ces dispositifs. Oui, c'est ça. Autre question. Alors,
moi, il y a une question que j'aimerais poser. Ce que vous avez un peu abordé, c'est celle de la responsabilité, c'est-à-dire que se passe-t-il s'il y a un échec et si l'échec peut ou pas, ou peut-être attribué, ou s'il y a un soupçon d'attribution de l'échec, à un dysfonctionnement, à une imperfection de l'algorithme. Et à ce moment-là, comment les choses se passent-elles en termes de responsabilité, je dirais, civile, voire pénale? Bon, là, il faut aller voir nos collègues juristes. Ils ont beaucoup d'inventivité, ils sont très capables de faire tout ça. Ils le font dans l'industrie tous les jours, ils le font dans le milieu médical tous les jours. Finalement, il n'y a rien d'exotique dans ces outils-là. Il y a des processus de certification, des processus assurantiels qui garantissent que tout a été fait dans les règles de l'art. Et puis, il y a l'impondérable, il y a le fortuit, il y a l'erreur. Mais tout ça, c'est pris en charge du point de vue, j'allais dire, juridique. Là, on n'a pas vraiment d'originalité. Aujourd'hui, la jurisprudence montre quand même que le médecin et l'équipe soignante sont responsables des outils qu'ils utilisent. Et donc, je prends un exemple, ça nous est arrivé. Si le week-end, les personnes vont dans les Cévennes où ils n'ont plus de réseau, ça ne passe pas. C'est vrai d'ailleurs pour des outils vitaux comme les défibrillateurs. La plateforme ne reçoit plus l'alerte. Et donc, il y a des zones blanches. Il faut anticiper tout ça. C'est-à-dire, dans l'information des patients, il faut être loyal et leur expliquer qu'il peut y avoir ce type de problème. Et donc, ils le savent avec leur portable, ça ne passe plus. Donc, ils savent qu'il va y avoir des difficultés de ce type. Ensuite, pour le moment, les prestataires n'ont jamais été accusés. C'est plus les équipes praticiennes qui, bien sûr, peuvent montrer leur bonne foi, mais ont la responsabilité des outils et des prescriptions. Et ça a des chances de rester comme ça. Il y a un point quand même sur lequel on peut s'étonner. Enfin, vous parliez de Neuralink et de la proposition de la société d'Elon Musk de créer des implants de communication cerveau-machine. Là, on a un vrai problème qui n'est pas tant celui de la fiabilité. Pour l'instant, ce n'est pas fiable. Enfin, on est tranquille. Pour l'instant, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien longtemps. Ça marche même très mal. Mais surtout, le modèle économique du projet est quand même très étrange. Hein. Vous acceptez de vous faire trépaner, de vous faire implanter sur le cortex une puce de 2 cm par 2 cm pour faire on ne sait pas trop exactement quoi pour l'instant parce qu'on n'arrive pas à lui faire grand-chose. Et on sait que de toute façon, dans 2 ans, il faudra la changer. Et dans 2 ans, je suis gentil. Hein. Donc, bon, imaginons que ça marche. Ça veut dire que dans 2 ans, il faut upgrader votre machin, il faut mettre la nouvelle version, la plus 2, puis la plus 3, puis la plus 4. Mais surtout, le type de service qui va être proposé, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme et les services numériques, derrière, ce qu'on vous vend aujourd'hui, on ne vous vend plus un logiciel, on vous vend un service, un abonnement en fait. Donc si on vous vend un abonnement à Neuralink, on peut imaginer, vu comment l'industrie est organisée aujourd'hui, que ce soit des systèmes, vous savez, du silver au platinum. Ouais. Le jour où vous ne pouvez plus payer votre platinum, mais que vous êtes rétrogradé en silver, voire au truc de base, avec le service de base, vous allez avoir une sorte de décompensation psychologique de ne plus avoir accès aux services auxquels vous aviez accès, qui va être dramatique pour les sujets. Enfin, je pense que le modèle est vraiment pas mûr. Mais ça n'engage que moi. Et là, c'est une responsabilité qui n'est plus une responsabilité en termes juridiques ou assurantiels.
c'est une responsabilité en termes industriels et quasiment social derrière. Comment on modifie? Bernard Biolac, je crois que vous souhaitiez... Oui, pour prolonger ce que Cédric vient d'aborder sur les implants. Alors là, il y a la situation actuelle avec beaucoup de tapage par Musk qui a fait, il faut le reconnaître, un peu n'importe quoi, après avoir sacrifié des centaines de singes, etc. Ouais. Néanmoins, il faut garder présent à l'esprit certaines manipulations cérébrales qui ont pu être faites dans les années 60 par des neurobiologistes un peu fous comme Delgado, comme Kiss, neurochirurgien, qui ont quand même implanté dans certaines parties du cerveau des électrodes pour tenter de modifier les comportements. Je ne citerai pas l'expérience un peu particulière de Delgado qui, par un système d'électrodes implantées dans certaines parties du cerveau et un système de talkie-walkie, arrêtait un taureau qui fonçait sur un toréador. Mais un autre neurochirurgien, Is, qui a fait des implantations et des stimulations de structures comme le septum, comme certaines parties du cortex préfrontal, a prétendu avoir guéri des dépressifs, des grands dépressifs suicidaires, a prétendu avoir guéri des schizophrènes et surtout, par exemple, avoir transformé un hétérosexuel en homosexuel et réciproquement. Ceci a été publié dans des journaux tout à fait importants de type Science ou Nature. Donc, alors je ne sais pas, naturellement, le débat a toujours été très compliqué pour apprécier et quantifier la réalité de ces publications. Néanmoins, il est sûr que ces deux personnages, et un troisième d'ailleurs, ont essayé de modifier les comportements. Et l'ont-ils fait un peu en stimulant le système de récompense? C'est vrai qu'on peut donner du plaisir à l'homme, naturellement, en stimulant le système de récompense, et que ça a été utilisé par Riss dans les douleurs terribles, où il calmait les douleurs en faisant émerger le plaisir. Bref, il faut savoir que ça a existé, que ça reste flou, que ça existe dans la littérature, qu'il faut le garder présent à l'esprit. C'est sûr. Il y avait une question merci Bernard Biolac. Il y avait une question des... Oui, alors ça concerne la formation à deux niveaux. La formation des jeunes, alors je suppose des enfants, adolescents, à ce que c'est que l'IA et à l'utilisation de l'IA, parce que je sais que, voilà, pour être mère de jeunes enfants, je sais que voilà, dès 9 ans, 10 ans, ils ont accès à ChatGPT et ils l'utilisent et sans forcément toujours comprendre les réponses. Et ensuite, c'est la formation aussi, surtout des professionnels. Quel temps moyen est consacré à la formation, à l'utilisation des outils voilà, pour les professionnels de santé dans les programmes et cursus actuels de formation initiale Sur ces deux points. En santé. Sur le dernier point, c'est rudimentaire aujourd'hui. La formation à ces technologies. Il y a des universités qui vont plus vite que d'autres, mais ça reste très insuffisant, on le sait. Ce qui est très important, c'est et peut-être plus que jamais avec l'émergence de ces technologies, c'est
d'enseigner beaucoup plus, de travailler beaucoup plus à la conscience et à l'utilisation en conscience de tout ce développement. Et donc, il faut, je crois, diffuser beaucoup plus une conscience éthique, un libre arbitre pour juger, pour évaluer, pour discuter de ces technologies. Aujourd'hui, en médecine, on est très insuffisant sur l'insufflation d'une conscience éthique appliquée aux soins. Dans les instituts de soins infirmiers, au contraire, je trouve qu'il y a une cinquantaine, une soixantaine d'heures d'enseignement sur l'éthique, pas toujours bien adapté, c'est vrai, mais ce qui est majeur aujourd'hui, parce que dans les facultés de médecine, il y a 4 enjeux pour moi dans la formation. Il y a transmettre l'expérience, il y a porter l'innovation et l'apprentissage de ces nouvelles technologies, parce que ce n'est pas fait très bien. Il y a insuffler une conscience éthique avec l'application pratique à la réflexion qui précède les soins et qui accompagne les soins. Et puis, bien sûr, je l'ai dit à la fin, il faut intégrer en permanence les pratiques dans le souci premier de la personne. Eh bien, je dois dire qu'aujourd'hui, l'équilibre n'y est pas sur ces formations. Et c'est capital de retrouver un équilibre. Cédric Brun, vous avez un tout petit répondre. Sur la formation à l'IA, alors, bon, il y a des progrès qui ont été faits indéniablement, y compris dans les programmes scolaires de l'élémentaire et du collège, notamment dans l'introduction du codage, donc sur on va dire les rudiments de la compréhension de l'algorithmique et de la programmation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est que là, sur les modèles de langue, notamment, puisque vous parliez de ChatGPT, l'irruption est récente. Il y a 1 an et demi à peine de vie de ChatGPT tel qu'il est en ligne. Et que le premier réflexe du monde enseignant, ça a été quand même une sorte de prohibition. Surtout, n'y touchez pas, c'est le mal. Et puis, c'est de la triche. Et je dis ça d'autant plus tranquillement que c'est ce qu'on a fait également dans les universités. Donc, c'est simple. En fait, il se trouve que c'est un outil extraordinaire d'apprentissage. Alors, ça demande par contre de savoir s'en servir et ça demande de savoir ce que sont ses limites, mais c'est un très bon outil parce que c'est un très bon outil de métacognition. C'est-à-dire que quand vous posez une question à ChatGPT, vous savez d'entrée de jeu, si vous êtes expert, qu'il va vous raconter n'importe quoi. À la première question que vous posez, il vous raconte n'importe quoi. Ou c'est vague, c'est général. D'abord parce que vous avez mal posé la question. Et donc, vous, ce que ça vous oblige à faire, c'est à réfléchir à qu'est-ce que j'attends exactement d'une bonne réponse à ma question. Comment est-ce qu'il faut que je pose ma question pour que la réponse soit le plus appropriée possible? C'est la définition en psychologie cognitive de ce qu'on appelle la métacognition. On porte un regard sur la manière même dont on produit du savoir. Si on intègre ChatGPT, tous les modèles de langue, dans un processus métacognitif à des phases d'apprentissage, c'est un gain immédiat. Enfin, moi, ça fait 1 an et demi que je m'en sers avec mes étudiants en cours, alors plus ou moins approfondi, mais en tout cas, depuis que c'est sorti, on s'en sert. C'est absolument génial de voir comment, du point de vue méthodologique, ils ont compris ce qu'étaient des réquisites de certains exercices, type la dissertation de philosophie, vous voyez, le truc le plus simple à faire du monde. Ils ont mieux compris certains réquisites de l'épreuve, simplement parce que maintenant, ils sont mis en position de devoir expliciter exactement ce qui est attendu dans l'exercice pour le demander à l'outil. Ça nécessite de votre part une pédagogie, un effort pédagogique considérable. Ça demande de s'y mettre.
Muriel Raymond, je crois qu'il y avait une question. Alors, oui, pour suivre sur ça se bouscule, je suis désolé. Il va peut-être y avoir un peu de frustration parce qu'on n'a pas plus beaucoup de temps. Pour suivre sur la formation, effectivement, donc c'est une question aussi de voilà, comment est-ce que effectivement on pourra faire ensuite si l'utilisation de l'IA se répand entre guillemets, se généralise, comment est-ce qu'on pourra distinguer finalement une personne experte d'une spécialité, un expert en radiologie, d'un autre qui n'aura pas la même formation, expertise, connaissance, mais qui saura bien utiliser l'outil de l'IA et donc qui pourrait se faire passer pour un expert. Bonne question. Alors, d'abord, pour le moment, l'Europe est assez soudée sur le fait de dire tout ce qui est utilisé dans l'enseignement, dans la médecine, dans le scolaire et dans l'universitaire, avec ChatGPT ou disons le génératif doit être indiqué loyalement. C'est-à-dire que la première éthique, c'est de dire ses sources. Et c'est ChatGPT pour une part, et ça sera de plus en plus ça, hein, il faut le dire. Il faut citer ses sources et séparer, bien sûr, ce qui vient de cette automaticité générative du travail humain. Ensuite, il y a un travail qui a lieu en ce moment, c'est sur les techniques pour distinguer ce qui provient de ces sources génératives et ce qui provient d'un travail différent. Mais je suis d'accord, c'est complémentaire, on ne pourra pas se passer. C'est comme si on disait, est-ce qu'on va se passer de l'imagerie aujourd'hui? C'est pas possible. C'est pas possible. On ne va pas revenir à la percussion et à la palpation simple. C'est pas vrai. Et l'apport que vont avoir ces techniques est tel qu'il faudra apprendre à s'en servir, chemin faisant, mais je ne crois pas qu'on puisse répondre à toutes ces questions aujourd'hui, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Mais chacun de nous teste ces outils. Moi, parfois, je suis bluffé par la qualité de la réponse. Et vraiment, je me dis, mais c'est incroyable quand même que ça soit à partir des caractères sans aucun. Puis des fois, c'est très banal, c'est vrai, enfin banal, un peu générique. Et puis d'un coup, il y a une grosse erreur, parfois, et quelque chose qui ne va plus du tout. Mais quand même, on peut être parfois bluffé. Oui, Cédric Brun. Ouais, juste un point, typiquement aux États-Unis, vous savez, il y a un concours qui se passe en 3 étapes pour obtenir sa licence médicale. Et la première étape, c'est une épreuve de 8 heures, je crois, où vous avez 7 épreuves différentes avec des questions-réponses, et puis il faut être à la fois expert et rapide. Bon, ChatGPT a défoncé lors de la dernière itération tous les candidats humains. Il répond tout de suite à tout, bon, et lui, il ne met pas 8 heures. Il met 1 minute 30, quoi. Donc, si vous voulez, c'est régler l'expertise. Si par expertise, on entend le savoir brut à une question, j'ai la réponse parce qu'elle est dans les livres, c'est fait, c'est fini, c'est trop tard. Mais ça revient à poser la question, est-ce qu'un cardiologue sans électroencéphalogramme serait meilleur qu'un cardiologue avec un électrocardiogramme, pardon. Voilà, non, bien sûr que non, mais parce que c'est plus possible. C'est un outil, c'est un ensemble d'outils qui de toute façon sont là et sont efficaces. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il fera les mêmes choses que fait un expert humain dans l'interaction avec d'autres humains, dans l'interaction avec des situations complexes qui engagent la compréhension précisément de la situation. L'énorme problème de toutes ces machines, c'est qu'elles n'ont aucune idée de ce qu'est la situation. Bien sûr. Je prends un exemple, on dit oui. Non. Alors, on a de très bons tests et on a des tests mathématiques pour ça.
Il n'y a pas de situation. Il y avait encore une question, qui sera la dernière sans doute, hein, malheureusement, parce que... Si, il nous le faut pour Non, c'est qu'il faut pour les personnes à distance. Il y a encore quelques personnes connectées. Merci. Merci beaucoup. Je voulais juste amener un petit témoignage par rapport à ce que vous disiez. Moi, je suis formateur en IFSI, en Institut de formation infirmier. Cette année, donc, les étudiants font un travail d'initiation à la recherche. Hein. On appelle ça pompeusement un mémoire, mais ce n'est pas un mémoire. Il n'empêche que cette année, je pense que plus de 50% de ces étudiants ont utilisé l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors, le problème, c'est qu'on a des logiciels de plagiat qui nous donnent le taux de plagiat, hein, mais on n'a pas de logiciel pour contrôler effectivement ChatGPT et leur mémoire. Alors, ça a été très embêtant, on s'est beaucoup questionné, on se questionne encore sur qu'est-ce qu'on fait de ces travaux d'initiation en lien avec ChatGPT. Et puis finalement, on s'est dit, on le prend comme ça parce qu'on a des contextualisations qui sont incroyables, qui sont beaucoup plus fournies qu'avant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? C'est surtout qu'est-ce qu'ils en font eux. C'est-à-dire que est-ce qu'ils sont capables de se projeter, d'utiliser ces données dans l'exercice de leur future profession. Et c'est ça qu'on attend d'eux. Donc finalement, on se dit, il ne faut pas qu'on aille contre ça, on n'a pas le choix de toute façon, il faut aller avec ça. Enfin, je voulais répondre au professeur Bringer par rapport à l'éthique. En institut de formation, effectivement, il y a pas mal d'heures d'éthique. Je crois qu'on est un des rares formations à faire autant d'éthique. Et vous disiez que c'est plutôt pas toujours bien conçu. Il n'empêche qu'à Bordeaux, ça l'est. C'est Thibaut Hazer qui est professeur de bioéthique et puis d'éthique, qui, on va dire, chapeaute un petit peu tout ça. On a beaucoup d'échanges avec lui et je crois que c'est plutôt bien fait sur Bordeaux, en tout cas dans les IFSI bordelais. Voilà. J'en doute. Juste un petit témoignage. J'en doute absolument pas. D'ailleurs, ma réflexion tient au fait que je connais un petit peu l'enseignement dans différents IFSI. Et j'ai vu des différences nettes, mais il y a des formations très remarquables aussi. Disons qu'il y a eu une hétérogénéité de la qualité sur l'éthique. C'était la dernière question et la dernière réponse. Je vais d'abord vous remercier de la qualité de l'échange et vraiment de l'intensité de l'échange. Et je vais passer la parole à Véronique Averrousse pour la conclusion de ces débats. Une conclusion qui sera très rapide parce que je pense que chacun a envie de rentrer chez lui maintenant. Juste pour vous dire que effectivement les dernières questions tournaient autour de la formation et de l'expertise. Donc à ce titre-là, c'est pour vous donner quelques informations de l'ERENA. Le prochain congrès aura lieu le 29 novembre prochain et justement sur les enjeux éthiques de l'expertise en santé. Donc vous êtes, voilà, c'est pour que l'ERENA donne des formations de la mise en place de comités d'éthique, qu'il y aura prochainement également une réflexion autour de la question de l'intimité, mais on n'a pas encore de date, ça sera au printemps. Et si Muriel Raymond, qui est notre chargée de mission, veut compléter, je lui laisse la parole, je lui laisse conclure définitivement cette soirée. Non, je pense que vous n'avez rien oublié et vous pouvez retrouver toutes ces informations effectivement sur notre site internet et vous inscrire à notre newsletter mensuelle, voilà, sans souci. Merci. Un grand merci à nos orateurs, un grand merci à eux, un grand merci à M. Proustet et à vous pour être venu partager cette réflexion avec nous. Merci. Super.